Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue pour ce 6e numéro de French Epic Ballers. Je suis aujourd'hui accompagné, comme toujours, par l'éternel Adrien. Comment vas-tu, Adrien? Bah écoute, très bien. Je suis dans la campagne profonde, mais avec de la connexion et en votre présence, donc tout va bien. Avec nous ce soir, Guillaume, qui remplace exceptionnellement Nas, en déplacement sur la côte californienne. Donc officiellement, c'est pour raison professionnelle, officieusement, c'est pour gérer des Américaines sur les plages. Comment vas-tu, Guillaume? Écoute, ça va super, c'est la première pour moi et je suis très content d'être parmi vous, surtout que vous avez bien aligné les billets pour que je sois là ce soir, donc je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Je suis le suceur de Randall, donc pas besoin de me présenter. Voilà, donc fan des Lakers, tu suis régulièrement la NCAA, surtout au Kentucky, non? Je suis la NCAA depuis 2014, depuis la draft de ce futur Hall of Famer qu'est Julius Randle. Et depuis ma plus tendre enfance, je regarde la NBA et notamment les Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Guillaume est aussi le fils caché de John Calipari. Messieurs, la saison s'est achevée il y a environ une semaine et demie, 2 semaines, sur un nouveau titre des Warriors de Nick Young, qui écrase au passage les Cavaliers de Jordan Clarkson et Larry Nance Jr. Un petit big up à eux. Un nouvel exercice débute avec pour point de départ la draft, ce rendez-vous incontournable pour tout bon general manager et pour tout fan NBA. Et les années passent et les mêmes questions subsistent auxquelles je vais vous demander de répondre de manière spontanée. Donc on va faire d'abord Adrien et ensuite Guillaume sur chaque question. Quel jeune joueur va être sélectionné en première position? Ayton. Guillaume. Je dirais Mo Bamba. Quel universitaire sera toujours dans la green room après le pick 14? Dante DiVincenzo. Ah putain, c'est dur ça comme question. Kevin Knox. Kevin Knox. Quel style pour les Spurs? Aucun, comme les années précédentes. Quel style dans le sens le joueur dont on n'a pas entendu parler dans la draft? Voilà, ouais. Ouah. Faire aussi que tu devras faire une bonne carrière. Vas-y. Rolly Hawkins. Très bien. Question suivante. Les Nuggets vont-ils entuber notre équipe en échangeant leur pick ou vont-ils se faire enfler par le Jazz à nouveau? Je pense qu'ils vont se faire enfler par le Jazz. Moi, je me range à l'avis d'Adrien. Dernière question. Quel subterfuge les Kings et le Magic vont-ils trouver pour réussir à ne pas s'améliorer cette année? Ils vont juste avoir les mêmes dirigeants que toutes les années précédentes. C'est pas compliqué. C'est impossible. Tu pourrais même engager une armée de vaudous ils vont se planter à la draft. Ah, c'est sûr. Ils font tout pour. Bon, après cette série de questions-réponses, on va revenir sur les Lakers, messieurs, puisque une différence notable par rapport aux 5 dernières éditions, c'est que les Lakers ne disposent pas de lottery pick cette année, puisque Philadelphie récupère enfin notre pick suite à l'échange amenant Steve Nash à Los Angeles en 2014, si je peux me souvenir. Donc les Californiens peuvent néanmoins trouver chaussures à leurs pieds, puisqu'on a 2 picks en notre possession, le pick 25 en provenance de Cleveland, suite à l'échange de Jordan Clarkson, Larry Nance et compagnie, ainsi que le pick 47 qui appartenait originellement à Denver et qu'on a obtenu suite à l'échange amenant le magicien José Calderón à Los Angeles. Ce qui me permet de poser la question, et cette question de Wilsh et Floka Doumbia nous ont posé sur Twitter. Messieurs, que fait-on de ces picks? Adrien? Écoute, pour l'instant, on les garde. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas une offre dont on parlera probablement plus tard dans le pod, mais une offre dans laquelle on serait largement gagnant, il n'y a pas de raison de les abandonner, donc on les garde, l'un comme l'autre. On a beaucoup de joueurs qui sont free agent à la fin de l'année, donc il y a des places dans le roster, il y a des places dans notre roster, et ces 2 picks arrivent à point nommé. Ton avis, Guillaume? Moi, je me range à l'avis d'Adrien. Si tu regardes l'état du roster, tu n'as pas la possibilité de trader tes picks. Ça paraît très compliqué en sachant que si on fait du all-in sur des futurs free agents, on aura besoin de petits contrats sur plusieurs années. Et c'est tout à fait ce que tu peux avoir en draftant. Donc, je garde les draft picks. Ouais, donc ça reste l'hypothèse la plus crédible, la plus possible à quelques jours de la draft. Donc, on part sur cette hypothèse, monsieur, où on garde ces 2 picks. Et j'enchaîne avec une deuxième question de toujours The Wish qui nous pose la question. Vous préférez drafter selon un profil à ce niveau de la draft ou simplement le meilleur joueur possible, quel que soit son fit avec le roster actuel? Adrien?
Moi, j'ai envie de te répondre un petit peu les deux, mon colonel, parce que c'est un peu finalement ce qu'a dit Jesse Buss dans le récemment en interview, en disant que oui, ils allaient cibler certaines qualités des joueurs. Donc là, de mémoire, il y a quoi, le tir, le QI basket et les qualités défensives. Ouais, être capable Mais de switcher sur in fine, il conclut en disant quand même qu'on prendra le meilleur joueur disponible. Donc en fait, je pense que ça va être un mix des deux. Tu vas prendre le meilleur joueur disponible, mais qui rassemble un maximum ses qualités et le skill set que tu attends pour un joueur NBA moderne. Moi, de mon côté, je tournerai la question à l'envers. Je pense que comme la free agency va être assez chargée et mouvementée de notre côté, je ne serais pas étonné que le front office des Lakers draft en fonction des joueurs qui souhaiteraient laisser partir ou garder. Oh, ambitieux. Ouais, la dernière phrase d'ailleurs de Jesse Buss, Adrien, c'est qu'en fait, ils regarderont aussi la possibilité que le joueur s'adapte en fait au système de Luke Walton. Une petite quelque chose à le dire avant qu'on passe à autre chose Ah bah oui, ça mange pas de pain. Tout le monde peut s'adapter au système de Luke Walton. Y a-t-il un système Luke Walton? Voilà, c'est ça, tu réponds à ma question. Quand il n'y a pas vraiment de système, tout le monde peut s'intégrer dedans. Y a pas de... Non, par contre, la question, c'est aussi la question annexe, c'est est-ce qu'on doit cibler un poste en particulier? Et là, je pense pas non plus. Enfin, c'est pas vraiment le poste qui doit nous guider. Tu parlais, Guillaume, de la free agency qui va arriver avec des départs probables de pas mal de nos joueurs. En fait, quand tu regardes qui est sous contrat encore l'année prochaine dans le roster, il y a des trous partout. Et qui dit trous partout dit qu'on va pas se dire non, il faut absolument un meneur, il faut absolument un pivot, mais par contre, on regardera quand même quelles sont les qualités chez le pivot ou chez l'arrière ou chez l'ailier qui seront les plus intéressantes. Ça nous amène à la petite partie suivante, puisqu'on va pouvoir citer quelques joueurs qui ont vu leur nom apparaître soit dans les rumeurs, soit dans les mock drafts de la part des Américains. J'aimerais bien commencer, messieurs, par les shooters, justement, puisque c'est aussi ce que Jesse Buss cite en premier, en disant qu'on a manqué d'adresse sur la ligne des lancers francs et derrière la ligne des 3 points. Dante DiVincenzo en premier, la cote un peu grimpante de cette draft. Ouais, la cote très très grimpante après le combine, et visiblement ses workouts n'ont pas fait baisser sa valeur. Après, si tu parles en termes de shooter pur, en prenant comme indicateur les lancers francs, c'est pas forcément Dante qui sort en 1 par rapport à ce profil-là. Sur les lancers francs, il est à 70%, et ça fait 2 saisons qu'il est à 70%, donc c'est pas tip-top pour un top shooter. Mais ouais, après sur le 3 points, il est capable de tout faire. En spot-up, il ne faut pas le laisser libre. En pull-up, il a une telle confiance par moment qu'il dégaine de très loin et très rapidement. Donc oui, si on doit privilégier le shoot, évidemment que Dante est un des top candidats qu'on doit retenir. Guillaume, ton avis sur Dante? Possible choix pour les Lakers ou non? C'est franchement un des choix les plus évidents des dernières années au niveau du pick 25. Après, on n'est pas une surprise de derrière les fagots de la team Buss. On voyait tous Malcolm Brogdon il y a quelques années, et au final, on a pris un Européen à notre plus grand regret ou à notre plus grand amour. Hein, ça, c'est question de point de vue. Ne parlons pas de sujet qui fâche. Dante DiVincenzo, c'est un choix qui fait sens si tu regardes l'état du roster et les manques au niveau du roster. Et puis c'est un fit parfait pour Brandon Ingram et pour Lonzo Ball, donc et ça paraît le obvious pick, on va dire. Un peu dans le même moule, un autre shooter avec Kevin Huerter qui s'est fait récemment opérer de la main et qui pourrait descendre à 25. Ouais, ça c'est assez amusant, lui. Il a eu une cote assez fluctuante. Longtemps, il était un peu une sorte de sleeper dans la draft. Et puis lui, pareil, après le combine, il a complètement explosé. Même j'ai vu des mocks qui le mettaient assez haut, vers le 15-16. Et là, ça redescend. La blessure, elle l'a fait un peu retomber. À mon avis, même malgré la blessure, parce qu'elle n'est pas très longue, je crois que c'est 2 ou 3 mois d'absence, 2 mois, je crois que j'ai lu. Donc c'est-à-dire qu'il sera retapé même pour le training camp, je crois, c'est jouable. Largement, ouais. Ouais, tu vois, donc à mon avis, ça ne va pas jouer. Donc en 25, j'y compte pas trop. Je pense que la hype va encore être là.
Maintenant, si on en parle pour chez nous, c'est aussi parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait son workout chez nous, il a annulé tous les autres. Et donc, c'est un peu alimenté les spéculations sur le fait qu'on lui a fait une promesse et que voilà, il passerait pas le 25. Alors effectivement, si lui il est encore présent au 25 et que Dante par exemple n'est plus là, il ne faudra pas trop se poser de questions parce que lui aussi sur le tir c'est tout aussi fort que Dante et sur une qualité qu'on n'a pas abordé avec lui, c'est aussi sur le niveau du QI basket et l'un comme l'autre aussi je pense sont vraiment des qualités intéressantes dans le jeu de passe, dans la compréhension des mouvements de l'autre, dans la création. Et ouais, c'est vraiment un joueur que je serais content d'avoir avec le 25. Alors moi, de mon côté, Kevin Werther, c'est un joueur de Maryland. Franchement, je regarde pas trop Maryland jouer, mais le peu que j'ai pu voir sur les bout à bout que je me suis un peu fait, c'est un bon shooter. Mais c'est pas beaucoup plus pour moi. Donc, je suis pas d'accord avec toi. C'était assez. Enfin, si tu as vu donc Maryland, c'est quand même un système. Alors, tu vois déjà que les Lakers c'est pas très beau à voir, mais Maryland c'est encore plus moche et avec vraiment personne très peu de mouvements collectifs, pas de jeu sans ballon et avec un meneur titulaire qui crée pas beaucoup. Ouais. Et c'est Werther qui a pris ce rôle-là. Et c'est quand même intéressant, tu vois, d'avoir quand même que c'est un grand arrière qui se retrouve finalement à la main et à devoir gérer le jeu sur pick and roll. Donc non, c'est plus qu'un shooter. Pour l'idée de le mec interrompt ses workouts juste après les Lakers, c'est pas une indication en soi pour moi. Tu sais, il peut interrompre ses workouts après les Lakers en ayant reçu une parole par ailleurs. Oui. C'est juste une question de timing que ça tombe juste après les Lakers. Oui, tu as raison. Oui. C'est aussi une histoire de blessure qui vient se rajouter à ça. Il y a aussi peut-être une histoire de blessure qui vient se rajouter à ça. On sait que le workout des Lakers, c'est quand même très spécial, paraît-il, avec ce drill. Mentality drill. Exactement, le mentality drill. Il dure une éternité en aller-retour. Franchement, ça serait un bon pick, mais ça serait pas le meilleur pick pour moi en 25. Très bien. Autre nom qu'on avait pu cocher, messieurs, Melvin Frazier, que tu avais cité dans ton article, Adrien, sur QI Basket, et qui, lui, coche la case, le no-name que les Lakers piquent habituellement en fin de premier tour. C'est vrai. Et puis, si tu remarques bien, les no-names qu'on a eu en fin de premier tour, c'était pas des joueurs qui étaient forcément très... Bon, remarque pour Kuzma, non, j'ai que Nance en tête en fait, donc c'est faux ce que j'allais dire. Mais ouais, en tout cas, qui était très bon que d'un seul côté du terrain. Et avec Frazier, c'est un peu ça qu'on va retrouver. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé là sur le tir, sur la création, sur le QI basket, avec Frazier, il y a vraiment des gros points d'interrogation. C'est pas mauvais, mais c'est encore à l'état brut et ça nécessitera beaucoup de travail avant que ça se développe. Par contre, en défense, ouais, c'est très très intéressant. Pour moi, c'est dans ce range-là, c'est-à-dire des prospects qu'on voit entre la position 20 et 40, c'est celui qui en défense m'intéresse le plus. Il a un profil athlétique et physique qui est vraiment, vraiment intéressant et qui, à terme, on fera ce profil du défenseur polyvalent 1-4 qui a beaucoup de valeur dans cette NBA-là. Mais il a un peu sur son dos les mêmes interrogations que Zhaire Smith, si je peux me permettre. Oui. Il est un peu raw, il a un domaine dans lequel il est bon, c'est la défense, il n'est pas mauvais shooter, mais tu sens que son jeu, il reste quand même à bâtir. Après, c'est vrai qu'il y a les qualités athlétiques. Ouais, l'envergure et ça... Les qualités physiques, athlétiques, les mensurations, tout ça rentre en compte et ça fait que le mec, t'as envie de le regarder d'un peu plus près, quoi. Et tu le regardes et si tu veux, c'est même et tu vois vraiment des choses quand tu le regardes jouer, tu vois qu'il a envie de défendre. Tu vois, c'est vraiment un joueur qui met beaucoup d'énergie là-dedans, alors qu'il est le premier gars au scoring à Tulane, donc c'est assez intéressant. Il est encore un petit peu brut, il fait pas quelques erreurs d'inattention, il mord un peu sur les feintes, mais tu vois beaucoup d'envie. Et non, moi, enfin voilà, si tu vois son nom sort en 25, je me dirais on s'est ajouté encore un gars qui va rajouter à notre identité défensive.
défensive. Ouais. J'aimerais bien, avant de passer au suivant, qu'on ait une petite pensée pour Anthony Brown. Pour la petite anecdote, C'est vrai. Une pensée pour Anthony Brown. Jonathan Wasserman aujourd'hui a publié un article sur les sleepers par team. Et figure-toi que Melvin Frazier tombait chez les Lakers pour lui. Ah, bah tiens, why not? Donc si Jonathan Wasserman le dit. Mais c'est vrai que ça sent tu vois, un peu le pied à la Nance. Une université de 2e, voire 3e zone. Ouais. Un mec junior, tu vois, donc confirmé. Un gros bosseur. Ça peut. Non, suivant, messieurs. On nous a parlé sur Twitter dans nos mentions. Eli Okobo, le jeune joueur de Portes. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'opinions sur Eli Okobo. Tout simplement parce que j'ai pas vu jouer. Et je vous avoue que j'ai pas eu trop envie de regarder les matchs de Portes. Donc, je pense que t'as le même point de vue que le front office des Lakers depuis que Magic Johnson est aux manettes. Hein. Et pourtant, à ce qui paraît, Pelinka et je crois que et Buss aussi sont déplacés en avril pour aller scouter en France et vraisemblablement Okobo. Oui, mais le problème de Okobo, je suis pas fan de rajouter un meneur un peu undersized et qui est, si déjà il est petit pour la main, alors imagine si on doit le mettre sur le poste 2. Et en plus, alors là, ça tombe bien au niveau du timing, c'est que Laker Film Room vient de sortir un article pour Silver Screen and Roll où il a un peu fait une vidéo de scouting sur lui et il n'a pas été du tout convaincu par sa technique défensive et même par son attitude en défense. Et ça me rassure pas. Tu vois, si t'es petit et qu'il y a encore du gros taf à faire en défense, malgré tes qualités de l'autre côté du terrain, je sais pas. Je suis moins convaincu. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. J'ai pas scouté du tout le garçon. Les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était quand j'allais sur Basket USA. Et si notre front office était si intéressé que ça par les Européens, ils auraient pu en drafter beaucoup plus de teams, je pense. Ouais, et puis la dernière fois qu'on a drafté un Européen... Il n'y a eu que Zubac en 4-5 ans depuis qu'on doit utiliser la draft à fond. Donc, à mon avis, c'est pas sur cette draft-là où on va drafter le seul en 25. T'as le 47 après, mais c'est une autre question. Mais le seul draft très intéressant, c'est le 25, et ça serait étonnant, vu les profils qu'on aura à disposition, qu'on drafte un mec de Pro A ou de Pro B ou d'une ligue exotique européenne. Je suis 100% d'accord avec ça. 2 noms après, on va commencer par le chouchou de Guillaume, Hamidou Diallo. Hamidou Diallo, que dire sur Hamidou Diallo? Eh ben, écoute, je pense que Hamidou Diallo est un prospect très intéressant parce que, au-delà du fait que c'est un joueur qui a grandi dans le moule de Kentucky, qui forme d'excellents joueurs de NBA, il faut le rappeler, ça provoque l'hilarité, je l'entends, mais ils ont quand même amené à la draft un bon paquet de gros joueurs depuis que Calipari est en poste. Diallo, c'est un joueur qui a l'âge d'un freshman, mais il a déjà 2 ans de programme NCAA derrière lui, et il a des qualités athlétiques hors normes. Donc en défense, plutôt correct pour le moment, mais c'est encore à développer. Et en attaque, un joueur comme lui, avec Lonzo Ball, peut s'amuser sur le jeu de transition. Il reste largement perfectible aux 3 points et à l'adresse sur la ligne des lancers francs. Donc, pour le point de vue de Jesse Buss, c'est peut-être un peu rédhibitoire, mais c'est un gros bosseur. Et je pense que le spacing NBA lui profitera probablement. Et sur son premier pas, dès qu'il a la balle, dès qu'il reçoit la balle après passe, il est vraiment bon. Et il est aussi très très bon pour couper les lignes de passe. Il a un wingspan qui est très intéressant et il se déplace vraiment bien latéralement. Donc les stats brutes ne lui rendent pas hommage. Et quand en plus tu évolues dans un système comme celui de Kentucky où tu partages la gonfle avec 5 autres joueurs, probablement tous des 5-star recruits, c'est assez compliqué de se faire son trou, et il a plutôt bien réussi. Ouais, mais après, tu as le revers de la médaille, c'est que si tu réfléchis à qu'est-ce qu'il fait de vraiment très très bien par rapport à tous les autres joueurs qu'on a cités, il n'y a pas vraiment un truc à part l'athlétisme. Mais est-ce que c'est un skill set? Je sais pas, c'est partie du skill set, l'athlétisme, le fait de pouvoir aller très haut. Mais il n'y a pas vraiment de qualité hors norme.
Et avec le 25, c'est une prise de risque de prendre un joueur encore très brut des deux côtés. Intéressant, mais brut. Je suis d'accord. On en a parlé par le passé et sur cette chose-là, j'étais assez d'accord. Après, il y a les fameux intangibles. Et les intangibles de son côté, il y a une seule comparaison, c'est la comparaison la plus probante, c'est celle de Jaylen Brown, qui s'est transformé entre sa période NCAA et sa période fleurie, on va dire, pour ne pas cette équipe de bâtards. Voilà, ça c'est fait. Et donc, non, mais je pense qu'il a un potentiel très intéressant et c'est le genre de joueur qui vraiment tu peux regarder parce que je pense que par exemple, le mentality drill, pour lui, ça doit être quelque chose de. Il ne doit pas compter ses efforts et tu sens que le joueur est comme ça. Donc ça te rassure en même temps. Tu te dis. Juste une question. Justement, en parlant de mentality drill, il est venu faire un workout chez nous ? Je crois qu'il n'est pas venu faire un workout chez nous. Et vu qu'on a arrêté de faire nos workouts, c'est fini. Ouais. Ça sent pas hyper bon. Hein. Non, mais après, il a été scouté pendant les Pro Day. Ah, ok, ouais, d'accord. Tu vois, c'est un peu comme. On n'en parlera pas ce soir, mais on a beaucoup scouté, paraît-il, Kostas Antetokounmpo et avec le. Mais il est venu chez nous. Hein. Il est venu, Kostas ? Ouais, il est venu chez nous. Voilà. Je pensais qu'il n'était pas venu. Non, il est venu. Okay. Suivant, pour nettoyer cette déception dans tes yeux, Omari Spellman, l'intérieur de Villanova. Ouais, Omari Spellman, je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan, un peu comme tous les joueurs qui sont passés sous la férule de Jay Wright et de son staff, parce on ne dira jamais assez que le programme de Villanova forme très 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 bien ses joueurs, peut-être mieux qu'Alipari. Peut-être mieux que Calipari. Quand tu vois les joueurs, comme ils sont disciplinés, comme ils sont intelligents. Et ça, c'est certain. Les 7 gars de la rotation de Villanova sont incroyables, de maturité, d'intelligence. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Villanova forme des joueurs d'équipe NBA, là où Calipari et Kentucky forment des stars NBA, et c'est pas le même genre de programme. Non, c'est vrai aussi. C'est pas parce que c'est pas encore. C'est plus des individualités qui vont transcender une équipe que l'inverse. Oui, non, c'est vrai. Je veux dire. Parce qu'aussi, il faut dire une chose, c'est que Villanova a très peu de recrutement 5 étoiles. Ouais, c'est que c'est à partir de cette année, je crois, avec les titres, que le programme a gagné pour notoriété. Ouais. Mais donc, pour revenir à Spellman, donc t'as ça. T'as un joueur qui est assez âgé pour un redshirt freshman. Il a 20 ans. Il en aura 21. Mais je lui vois pas de gros défauts. Dans son jeu, c'est un mec qui est complet, aussi bien en attaque qu'en défense. En attaque, il peut bien évidemment finir au cercle, mais c'est un peu comme tout le monde. Il est capable surtout de s'écarter et de tirer à 3 points avec des pourcentages qui sont très intéressants pour un pivot, 43%. Il est capable aussi de faire des lectures assez basiques à la passe, et puis il a une activité incessante. Tu vas toujours poser un écran, bouger, se rendre dispo. Il est parfait quoi, pour un intérieur qui ne demandera jamais trop le ballon. Moi, je vais abonder dans ton sens, et c'est un truc qu'on n'a pas vu chez lui à Villanova, mais qu'on a pu découvrir durant le Combine. C'est que c'est un très très bon joueur. Comme Luke Walton les aime au poste 4. Il joue le pinch à la perfection sur les peu de montage vidéo qu'on peut voir de reporting vidéo qu'on peut voir sur la Combine. Il est toujours pratiquement en tête de raquette ou à l'équerre en train de distribuer le jeu poste haut. Et ça c'est juste un régal pour Luke Walton. Et c'est vrai parce qu'à Villanova, il le faisait quasiment jamais. Il le faisait quasiment jamais. Et là, sur le Combine, je ne sais pas combien de fois il a dépassé les 3 passes, mais c'était sur les 2 matchs, il a dû dépasser les 3-4 passes sur les 2 matchs. Et franchement, c'est impressionnant parce que tu vois qu'en plus, le mec a une bonne tête. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sélection des Lakers qui se fera en fonction de la free agency. Je pense que si on sélectionne Spellman, on se prépare à une certaine éventualité. Oui, un départ de Julius, ouais. Et c'est possible. Et ça, je vais pas donner mon avis personnel parce que je pense qu'Adrien il sera d'accord avec moi sur cette question.
Clément aussi, je pense. Randle, tu peux pas le lâcher comme ça. Non. Mais si tu compenses par Spellman, bon. Mais par contre, tu en parles de quelqu'un au poste 4. Moi, je reste quand même malgré tout par rapport à son skill set. Je préfère l'avoir au poste 5. Oui, pareil. Même s'il est petit. Oui. C'est quand même... ouais, tu vois, il faut plus mobile que lui au poste 4 maintenant. Ouais. Parce qu'il culmine à quoi? Il culmine à 2,06, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la même taille que Randle, mais c'est 15 kilos de plus. Hein, donc, et c'est plus long. Plus long aussi. Dans la standing reach, il doit avoir celle d'Ingram. Et alors que Randle est petit quand même. Non, je pense que c'est un bon gabarit pour lutter avec les nouveaux grands pivots. Oui, parce qu'en défense, on peut en parler. Il peut avoir quand même un peu du mal face à la taille quand il doit défendre au poste. Moi, je l'ai vu se faire dominer par des gars assez salement, notamment le canter de Xavier. Mais sinon, oui, il est puissant. Donc, s'il se bat un peu plus avant que le mec prenne position, il peut lui poser des problèmes. Il est aussi souvent actif au périmètre. J'aime beaucoup le voir quand il jaillit sur le shooter. Ça, c'est quelque chose que les pivots font très peu. Enfin, ils sont pas à l'aise. C'est pas dans leur nature de faire ça. Et lui, par contre, il y va volontiers. Donc, c'est intéressant. Au contre, il faudra pas en attendre beaucoup parce que, comme on l'a dit, il est plutôt petit. Il a pas non plus une envergure démentiel, et puis il a un jump assez moyen, donc il n'a pas beaucoup de marge sur ses interventions défensives, mais il reste quand même intéressant. Donc pour résumer un peu ce Spellman, c'est il fait à peu près tout bien, mais rien de manière excellente. Voilà, c'est vraiment un all-around. C'est un all-around comme pouvait l'être Boris Dio durant sa période Spurs. Hein, et quand tu piques en 25, tu t'attends à peu près à ce genre de joueur à l'intérieur. Hein. Ouais, c'est ça, même un peu partout. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça, hein, mais il faut peut-être le rappeler quand même. Avec un pic 25, il faut pas s'attendre parce qu'on voit ça aussi. On a vu ça un peu dans les trucs, nos mentions Twitter des fans qui veulent à nouveau un super style ou à s'attendre à avoir une superstar avec le 25. Attention, hein, on est loin de ça. Et on aura un joueur qui soit très bon en attaque, soit très bon en défense, soit un peu bon mais moyen partout. Mais ouais, vous attendez pas à un Jimmy Butler avec le 25. Ça serait très très rare. Ça serait inespéré. Ouais. C'est ça. On passe aux deux joueurs suivants, messieurs, qui sont un peu énigmatiques puisqu'ils ne sont pas passés par la case NCAA, ni l'Europe d'ailleurs. À savoir Anthony Simons et Mitchell Robinson. Mitchell Robinson qu'on envoie régulièrement aux Lakers dans les différentes manques, dans les rumeurs. C'était la première, ouais. C'était la première rumeur. Ouais. On a dit c'était un done deal. On va prendre Robinson avec le 25. Je sais. Moi, j'ai pas beaucoup d'opinions pour l'un comme pour l'autre parce que je les ai pas vus jouer en NCAA et j'ai du mal, après, à m'enthousiasmer pour des joueurs qui ont dominé au niveau lycée. Surtout quand, dans le cas de Robinson, tu as des mensurations de dingue avec un athlétisme de fou furieux. Un vrai profil à la Jordan, mais dit André. C'est plus à la Jalil Okafor. Voilà. Mais est-ce qu'on a besoin d'un DeAndre Jordan? Peut-être. Mais moi, il y a juste un petit point qui me pose problème avec lui. Et là, je voudrais mentionner le site internet The Stiepen qui avait fait un bon scouting report sur lui et qui a se posé des questions sur sa capacité à switcher au périmètre. Et ça, aujourd'hui, tel qu'on le voit dans la NBA, tel qu'on l'a vu dans les playoffs, si ton numéro 5 n'est pas capable de permuter au périmètre, il devient plus du tout intéressant en fin de match ou dans les moments chauds. Donc, Robinson, je pense qu'on peut avoir mieux pour le 25. A fortiori, ton raisonnement sur le poste 5 est d'autant plus valable que tu vois comme Pachulia, qui est un bon joueur de basket balle en main. C'est un mec très intelligent. Il se déplace plus du tout au périmètre. Il sort plus sur les pick and roll. Et ça a été aussi le cas pour Bogut, qui le faisait avant. À partir du moment où le mec a arrêté de sortir sur le pick and roll et a pu pouvoir suivre. C'est moins intéressant. Tu sors. Hein. Il est sorti immédiatement. Donc, c'est Kevin Looney qui prend la place. C'est Kevin Looney qui prend la place ou Jordan Bell. Ouais. Et à ce moment-là, ton gars, ton 7-footer, il a plus sa place du tout. Donc moi, Mitchell Robinson, non. Je dis non totalement. Je ne suis pas intéressé par son genre de profil. Et si c'est pour recruter un joueur unidimensionnel comme DeAndre Jordan, je pense qu'on aura beaucoup moins cher, avec plus d'expérience,
À la free agency, oui. À la free agency, je pense qu'un mec comme Nerlens Noel, tu pourras l'avoir pour à peu près le même contrat. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais en termes salarial, j'exagère certainement un peu de ce point de vue-là, mais tu vas l'avoir pour 2 ans sur une option et tu auras un rendement supérieur parce que le mec a déjà 4 ans ou 5 ans de basket NBA derrière lui. Franchement, Mitchell Robinson, non. Ouais. Par contre, j'avoue que Simmons m'intrigue un peu plus. Alors, j'en parle lui parce que visiblement, il nous a tapé dans l'œil lors des workouts qu'on a fait avec lui. Et pourquoi pas? Tu vois, un peu un profil à la D'Angelo Russell ou à la Fultz. Une sorte de combo garde, très doué balle en main, bon en création. Alors lui, en plus, plutôt athlétique, donc il tenterait plus vers le Fultz que vers le D'Lo. Quoique plus petit, pourquoi pas. S'il est encore là avec le 25, j'en doute, parce qu'un joueur jeune et très talentueux, balle en main, je vois pas ça passer les 20. Mais pourquoi pas. La question qu'il faut se poser, c'est comment, qu'est-ce qu'on voit aussi de ce joueur? Parce que tu recrutes des jeunes, c'est mignon, mais il faut savoir ce que tu en fais. Et ça, c'est un problème de beaucoup de franchises, c'est qu'ils recrutent des joueurs sans savoir ce qu'ils veulent en tirer. Ça a été notre problème avec D'Angelo Russell. On ne savait pas si on devait le former plus comme un meneur ou plus comme un scoreur en meneur. Si tu l'amènes en complément de Lonzo Ball, oui, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Si tu l'amènes comme meneur-passeur, non. C'est plus compliqué, tu vois. En fait, ce sera un peu, tu vois, le jeu vers lequel on va, c'est comme un peu où sur la ligne arrière, tu veux que tout le monde fasse un peu de tout. Ouais. Et là-dessus, Simone, ça passe. Parce qu'il peut à la fois tirer et à la fois créer. Et donc, tu vois, permuter avec, dans les responsabilités de création avec Lonzo. Mais c'est un peu l'avantage qu'on a d'avoir Lonzo Ball aussi à la main. C'est que c'est vraiment un joueur qui sera pas gourmand, balle en main. Donc, tu peux à la fois le mettre en sans ballon, avec ballon, c'est pas un problème. Mais je connais pas trop le joueur, donc. Ah non, moi non plus. Ouais. Je ne me prononcerai pas sur un joueur que je connais pas. Messieurs, on va parler brièvement du second tour, vu que le temps file. Une préférence pour ce pick 47, qui voyez-vous arriver aux Lakers? Quel profil intéressant voyez-vous parmi les joueurs disponibles dans ce range? Moi, j'avoue que sur la lecture de ce que va faire le front office avec ce pick 47, j'en ai vraiment aucune idée. Donc je vais juste faire parler le choix du cœur pour l'instant, et je parlerai donc de Hudson de Florida, un junior, donc assez âgé, 21 ans. Donc en gros, ce qu'on voit de lui en NCAA, c'est ce qu'on aura en NBA, mais ce que l'on voit, c'est vraiment très intéressant. Très bon shooter, que ce soit en sortie de dribble ou en spot-up. Bon en défense. Je pense que c'est lui qui m'a vraiment impressionné sur sa capacité à slide et à contenir les pénétrations, même s'il est un petit peu léger. Athlétique, très bon premier pas. Et tu parlais toi de Diallo qui pouvait faire des dégâts avec Lonzo, c'est le cas également avec Hudson. Je le vois pas dans les mocks, je le vois même pas dans les mocks pour un second tour, mais ouais, moi c'est ce gars que j'aimerais avoir avec nous pour le 47. Pour être précis, c'est Jalen Hudson, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est lui. Ouais. Okay. Moi j'en voyais deux. Après, j'ai été un peu ambitieux parce que j'ai Jalen Brunson, qui sortira probablement plus en fin de premier tour, début de second. Mais je vois Jalen Brunson parce que on va avoir besoin d'un joueur comme lui qui est bon meneur en sortie de banc et qui sait scorer et qui sait passer et qui sait shooter et qui sait allier sur la ligne des lancers de manière très correcte, qui est pas le plus mauvais défenseur et qui sera certainement pas le plus mauvais en NBA malgré sa taille. Je pense à lui notamment parce qu'on a déjà pas mal de gars de Villanova et on en aura certainement un de plus, sûr et certain. Du coup, moi, Jalen Brunson, ça fait sens parce que surtout, je vois pas Isaiah Thomas rester à la free agency et on va avoir besoin d'un scoreur en sortie de banc. L'autre joueur, c'est Javon Carter et là, c'est plus un choix, on va dire un choix du cœur parce que j'ai toujours aimé ce genre de joueur teigneux. Alors après, il fait des choses très correctes. Statistiquement, c'est un bon joueur. Il est un peu dans les mêmes eaux que Jalen Brunson, mais plus petit, encore plus petit. Encore plus petit, ouais. Mais d'un point de vue défensif, c'est rare de voir un joueur comme ça défendre en tout terrain
pendant 30, 35, 40 minutes. C'est vraiment très très rare. Et le mec met de la pression full court sans arrêt. C'est le seul joueur de son équipe à faire ça. Moi, je suis partant de Javon Carter en 47 ou même undrafted. Hein, si... Et Carter, il était aussi la première option offensive de West Virginia. Ouais. Il a fini avec 14 tirs pour 18 points, 17 points marqués. Et ce qui est intéressant, c'est que ses lancers, c'est très costaud depuis qu'il est en université. Hein, c'est 80% de moyenne sur 4 ans. Ah oui. Et sur les 4 années NCAA, il est à 35% à 3 points. Et sur les 2 dernières saisons, il culmine à 39%. Il est assez costaud. Hein, c'est un bon passeur aussi. Mais ses notes de style, franchement, c'est 3 styles par match. Les pourcentages, c'est aux alentours de 5%. Donc ça veut dire que c'est assez élevé. Hein, c'est comme si un pivot prenait 10 à 12% de blocs par tentative. Donc ce qui est monstrueux. Hein. C'est vraiment énorme pour un joueur de faire 5% sur chacune de ses tentatives de style. Ça te place. Oui, non, c'est une bonne moyenne. Ouais. Après, est-ce que l'interception, c'est le meilleur indicateur pour mesurer la défense d'un joueur ? Mais c'est là où il est bon. Et ce que je voyais dans le scouting que je pouvais faire, c'est qu'il était à la fois bon sur le joueur et il avait aussi une très bonne lecture des passes parce qu'il a un sens d'anticipation qui est bien développé pour un joueur de son calibre. Et ça, quand tu joues sur le périmètre, si t'as pas le sens de l'anticipation, tu peux pas avoir autant de réussite. Enfin, je veux dire, en global, ces notes statistiques défensives, elles sont, c'est juste, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal à ce niveau-là. Après, il a 4 ans de fac, donc il a le QI pour le faire, mais il l'a fait depuis qu'il est à la fac. Donc c'est sa nature d'être après les ballons tout le temps. Messieurs, on s'est basé sur les rumeurs pour évoquer les différents prospects que pourrait sélectionner LA en fin de premier tour. L'une des dernières rumeurs fait état d'un intérêt de Los Angeles pour Zhaire Smith. Zhaire Smith qui est annoncé en milieu de premier tour, donc il va falloir trade up. Probable ou pas selon vous ? Dur. Rapidement, ce joueur, on l'a un peu mentionné quand on a parlé de Frazier, et c'est vrai que c'est un joueur qui est jeune, puisqu'il est freshman, qui a vraiment un gros potentiel des deux côtés du terrain, mais attention, hein, c'est encore aussi brut. Hein, c'est un joueur qui jouait encore comme un role player à Texas Tech, donc ouais, il est pas encore tout à fait prêt pour la NBA, mais s'il arrive à se former, à se développer assez rapidement, ça peut être un excellent two-way player pour quiconque va l'avoir. Alors quant à nous, non, moi je suis pas contre faire un trade-up, mais qui on trade dans notre roster, ou qu'est-ce qu'on donne, tu vois ? Est-ce qu'une équipe qui va prendre Zhaire Smith se contentera ? Alors moi, je te dis, faire des hypothèses de trade, c'est soit Kuzma en sec, soit le 25 plus le pick l'an prochain. Et ça me semble cher payé, sachant qu'on ne sait pas où on va à la free agency, on ne sait pas quel sera notre roster, et on pourrait donc encore lâcher un pick 10-11 de l'an prochain, tu vois. Enfin, donc voilà, moi c'est les deux hypothèses que je te donne. Si je suis le GM et qu'on me dit Zhaire Smith contre Kyle Kuzma, je dis ok, très bien, et voilà, je vais à Brooklyn, je prends joueur et je le ramène à El Segundo dans la nuit, mais je suis pas le JM. Moi, la question, c'est de savoir ce que va faire Sacramento avec son pick, parce qu'il y a eu des rumeurs sur Kawhi Leonard, mais il y a aussi des rumeurs habituelles de trade down de Sacramento. Et il y a une dernière mock, la mock dont je fais état de Jonathan Wasserman, qui prend Cleveland avec Zhaire Smith. En 8 ? Ouais. C'est une grosse wild card, mais si tu as un trade down à faire avec Cleveland, par exemple, où tu essayes de récupérer un joueur et un pick, ou 2 picks, donc le pick de cette année et le pick de l'année prochaine, oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais, pour les Kings, pas pour nous. Pas pour nous. Moi, je vois pas Zhaire Smith aux Lakers. Hein, très franchement, s'il descend jusqu'au 25, ça me paraît peu probable. Et non, c'est impossible. S'il atterrit ailleurs, c'est-à-dire dans le top 10, qu'on soit honnête et qu'on se parle franchement, c'est pas le joueur. Mais j'y crois pas, hein. Moi dans le top 10 Zhaire Smith, j'y crois pas non plus. Hein. C'est d'autant plus difficile de monter un trade avec une équipe qui est entre 10 et 20 dans ce cas-là. Parce que si tu regardes l'état des rosters
des équipes dans ces zones-là, elles ne seront pas du tout portées vers le trade, à mon avis. Mais par exemple, tu vois, à partir du moment où il est encore disponible avant les picks des Clippers, tu appelles Jerry West pour lui proposer un Kuzma contre Smith. Tu le fais ou pas? Quelle franchise? Les Clippers. Non, je vois pas les Clippers bouger comme ça. Ok, tu vois les Clippers garder et prendre garder, Smith. soit obtenir un joueur tout de suite apte, un joueur établi NBA, quoi. Kuzma, il est établi NBA et il est first rookie. Non, mais si on reste dans, je vais pas emmerder le sommaire, hein, mais si on reste dans l'ordre d'un trade-up, c'est pas le joueur que j'irai chercher personnellement. Alors on y vient. Tu as évoqué un trade-up dans le top 10. Et Leonardo nous pose une question en nous demandant ce qu'on pense de prendre Parsons, donc des Grizzlies, et le choix numéro 4 pour sélectionner Mo Bamba. Est-ce que c'est à ça que tu faisais référence? Est-ce que vous trouvez ça un peu trop ambitieux ou justement... Là, encore une fois, c'est la contrepartie. C'est sûr que dans ce deal-là, je lâche aucun des joueurs entre Lonzo et Ingram pour ça. Et je sais même pas si je rajoute un pick avec Kuzma. Parce que si tu fais ce mouvement-là, ça veut dire que tu récupères encore un contrat boulé. Ouais. Donc ça veut dire que tu zappes toutes tes chances de faire le home run à la free agency. Donc que Memphis se retrouve avec juste Kyle Kuzma, c'est très bien pour eux, tu vois. Surtout qu'ils auront un gros besoin, à mon avis, sur le poste 4 parce que Green va pas s'éterniser là-bas. Ouais. Donc est-ce que Kyle Kuzma contre Bamba et zéro chance d'avoir une superstar à la free agency, je le fais le deal. Moi j'ai un dilemme. Moi, ça dépend de la contrepartie encore une fois, mais s'il y a un joueur à les choper, clairement c'est Mo Bamba. Je sais pas comment, parce que les équipes qui sont tout en haut, elles ont un gros besoin poste 5. Pratiquement toutes les équipes ont un besoin poste 5. On a Ivica Zubac à donner. Ivica Zubac à donner, c'est vrai, mais après... Qui rejoindrait son idole. Si tu regardes Mo Bamba, je pense qu'il y a 3 joueurs dans cette draft qui sont vraiment supérieurs et il est peut-être au-dessus de tous. Mais le problème, c'est qu'il a. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est lui ça doit être le premier le premier pivot qui doit sortir. Tu vois, si tu. Ouais. Mais actuellement, vu la cote, c'est pas le cas. Hein. T'as tout le monde qui met. Tout le monde met Ayton. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde met Ayton comme le choix numéro 1 sûr. Et après, Jackson conserve encore une grosse cote pour Atlanta avec le pick 3. Donc moi, je me dis qu'avec le pick 4, il sera encore dispo. Écoute, moi, je suis quasiment certain qu'il sera encore dispo avec le pick 4. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de faire un sign and trade? Avec Je sais pas, Isaiah Thomas par exemple? Pour les Grizzlies, hein, je sais pas. Non, pas forcément pour les Grizzlies, peut-être pour Orlando. J'ai pas l'impression qu'ils aient un gros meneur défini. Sauf que ton sign and trade ne pourra pas arriver dès la draft. Et c'est là toute la question, quoi. La question est de récupérer Mo Bamba dès la draft. Ouais. Non, ça n'arrivera pas dès la draft, mais ça arrivera probablement après. Si ça arrive. Une autre possibilité, messieurs, avec ce pick, un trade simple. Moi, je vois 2 options. Il y a essayer de lier le pick à un départ d'un joueur, donc notamment Liu Deng, mais selon mon avis, c'est compliqué. Soit la grosse rumeur naissante depuis quelques jours, c'est le trade de Kawhi Leonard qui ne se plairait plus à San Antonio, qui aimerait retrouver l'air californien. Et pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, hein? Envoyer le pick et dingue à San Antonio. Et en rajoutant 2-3 autres assets derrière, je suppose. Là, encore une fois, c'est des choix qui sont difficiles. Et je comprends que chez beaucoup de fans des Lakers, on n'a pas envie de lâcher Ingram et Kuzma contre Leonard. Moi, perso, je fais le trade. Excuse-moi de te couper, hein, mais pour moi, la question, c'est pas Ingram et Kuzma, c'est Ingram ou Kuzma. Et davantage Kuzma que Ingram. Voilà. Mais ça, oui, ça, évidemment. Tu me fais un trade bâti autour de Kuzma contre Leonard, mais, évidemment que je signe pour ça. Mais vu que toute la ligue sera derrière lui, et vu que les Spurs n'ont pas spécialement envie de nous faire plaisir et de faire plaisir à Leonard, il faudra rajouter quelqu'un d'autre dans le deal. Dans cette histoire de trade, je pense qu'on est
les premiers dans la wishlist de Leonard, mais malheureusement, ça va jouer encore contre nous. Ouais, parce que les Spurs aussi. vont attendre beaucoup de contreparties de la part des Lakers. Il y a des équipes qui sont mieux placées que nous en plus parce que la première indication qu'on va avoir, c'est le soir de la draft pour la stratégie que San Antonio va employer. C'est est-ce qu'un trade aura lieu pour San Antonio durant le soir de la draft, le joueur qu'ils vont choisir avec leur draft pick numéro 18, parce qu'ils ont rarement eu un draft pick aussi bas, ils vont essayer d'être vraiment bons sur ce coup. Eux, ils vont certainement aussi essayer de faire un trade-up, hein, faut pas l'oublier. Et la troisième chose, c'est que c'est Greg Popovich qui coach cette équipe. Et Greg Popovich, il a encore 2 ans, 3 ans de basket maximum. Et ils vont tout faire pour maximiser en quelque sorte les dernières années de Popovich à la tête des Spurs. Donc s'il lâche Kawhi Leonard, c'est pour avoir un joueur établi, pas pour repartir sur une reconstruction, ou alors il bazarde tout dès cette année, y compris Popovich. Mais pour revenir aux Lakers, moi malgré tout, je te dis que je fais le deal parce que à chaque fois qu'on se disait finalement, ok, c'est pas grave, dans 1 an il est libre. Vu comment c'est en train de tourner avec Paul George à OKC, in fine, tu vois, au bout d'1 an, t'attends et ça vient toujours pas, et ça vient toujours pas, et ça vient toujours pas. Si on a la possibilité vraiment de se rajouter une superstar et un joueur qui est top 5 de la ligue, quand il est en bonne santé, je le mets top 5 parce qu'il est très bon des 2 côtés du terrain. Moi, j'hésite pas trop. Tu vois, ça peut. En plus, Leonard, c'est vraiment la première étape qui peut t'amener à d'autres trucs derrière. Puisque tu conserverais, si on fait le trade avant la draft, hein, j'entends bien, parce qu'après tu conserves en plus ton cap space, et ton cap space tu peux l'utiliser pour plein de choses, hein, pas forcément LeBron ou autre, hein, mais tu peux faire LeBron plus d'autres free agents, tu peux faire beaucoup de choses. Et Leonard, c'est quand même un gros coup. Ça me ferait mal de dire au revoir à Brandon Ingram, mais pour l'instant, entre les 2 joueurs qui a le plus prouvé et qui est le plus intéressant, la question se pose pas trop. Je ne fais pas ce trade. C'est catégorique, mais non. Non, je sais, ça me fait chier aussi, mais moi, j'avoue que je le fais. Et c'est au-delà du rapport affectif que tu peux avoir pour les joueurs qu'on a draftés et qu'on commence à voir grandir et vraiment s'épanouir chez nous. C'est aussi l'aspect économique à plus long terme. C'est-à-dire que si tu fais ce trade et que Kawhi Leonard vient, très bien. Mais après, ça t'ouvre une porte. Ça t'ouvre pas toutes les portes. Non. Et ça te contraint un peu à, comment dire, tu te mets dans une position où cet été tu es obligé de faire le all-in déjà, et si tu fais pas ce all-in, tu te retrouves dans une situation assez compliquée à devoir aller chercher des playoffs avec une équipe, c'est pas avec quoi tu vas la fabriquer, parce que si tes gros all-star free agent ne viennent pas, tu vas recruter qui? Tu vas reprendre Randle, hein, forcément, évidemment. Tu peux, hein. Si tu ne fais pas les playoffs l'année d'après, est-ce que tu penses sincèrement que Leonard il va rester dans une équipe qui ne fait pas les playoffs? Je viens de te dire, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais comme actuellement dans cette ligue, tu peux rien faire sans superstar. Oui, c'est vrai. C'est un peu le dilemme de la free agency. Un débat qui se posera certainement plus tard. Je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir réévoquer dans les numéros qui vont suivre, messieurs. Pour celui-là, je pense que on est allé au bout des choses. On a évoqué toutes les possibilités et pendant un peu plus de 50 minutes. Donc les 3 possibilités, soit de garder le pick et de sélectionner les meilleurs joueurs possibles et ceux qui correspondent le plus au roster et au système de Luke Walton, puisqu'il a un système d'après Jesse Buss. Soit trade up pour un autre joueur, notamment Zaire Smith ou Mo Bamba, soyons utopiques, et le trade. Voilà. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, vous, chers fans de French Big Ballers. Et nous, on va se quitter sur un petit mot, comme d'habitude. Adrien, un mot de la fin, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Moi, j'en profitais pour remercier une série de personnes. Alors, je vais dire ça très vite. The Wilsh, Ibn Bargash Touwaini, Dr Biggie, Rem 3.0, Thomas Kasovic, Dame, Leonardo, Bastien, Kelsang, Dédicace.fr, Crimo Mamba et Maxime pour avoir posé leurs questions pour ce podcast. Merci à vous, les gars. Guillaume, un petit mot? Écoutez, les gars, ça m'a fait très plaisir de participer à cette première pour moi. Et j'aimerais remercier mes compagnons d'infortune de la finale de la dernière fois, que sont Bruno, OCS, chasseur de tête,
et Zombie Gang, qu'on ne nommera pas vraiment officiellement, mais qui tient à garder son anonymat du coup. Et je remercie Adrien aussi de m'avoir convié, et à Clément pour son objectivité à toute épreuve dans le choix de ses joueurs favoris. Moi aussi, personnellement, je te remercie d'être venu et puis d'avoir apporté ton analyse sur la NCAA et sur les joueurs qui pouvaient nous rejoindre. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Allez, bonne soirée, messieurs. À un prochain numéro. À la prochaine. À bientôt. Bye bye.